Bonjour à tous et bienvenue pour ce direct. Merci d'être aussi nombreux à nous regarder. Alors, faut-il être fou pour se lancer aujourd'hui dans la restauration ? Nous avons 45 minutes pour répondre à cette question. Nous sommes en direct sur Facebook, sur YouTube et sur LinkedIn. Et nous serons en compagnie de prestigieux invités, des chefs, des experts, pour refaire le monde autour d'une table, pas n'importe laquelle, la table de l'école Médéric, école hôtelière de Paris. Et à mes côtés, Pascal Pelletier. Bonjour Pascal. Bonjour Nathalie. Alors, vous êtes directeur général de Métro France. Pourquoi cette initiative? Pourquoi souhaitiez-vous organiser cette rencontre? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on fête la journée, on célèbre la journée des restaurateurs indépendants. Et cette journée, elle a lieu tous les ans, le deuxième mardi du mois d'octobre. Et cette célébration se fait dans tous les pays où Métro est présent. Donc vous voulez dire dans les 35 pays où il y a un groupe Métro, là, on va célébrer aujourd'hui les restaurateurs. Exactement. En ce moment, dans les 35 pays où Métro est présent, on célèbre les restaurateurs. C'est la 7e édition et c'est une journée un peu spéciale pour nous tous puisque c'est l'occasion effectivement de célébrer ces restaurateurs, ces entrepreneurs pour leur passion et toute la convivialité et le goût qu'ils nous apportent tous les jours. Et finalement, c'est la 7e édition et à chaque année, son dispositif. Je ne vais pas revenir sur les années précédentes, mais juste l'année dernière, par exemple, on avait organisé place à l'emploi, c'est-à-dire que dans les 99 halles de métro en France, on avait organisé des rencontres entre des restaurateurs qui cherchaient du personnel à cause des pénuries de personnel et les candidats qui souhaitaient effectivement travailler en restauration. Cette année, on a un format un peu différent, étant donné les circonstances avec les problématiques d'inflation, de pénurie de produits, de personnel, un contexte difficile. On a souhaité organiser cette discussion avec vous Nathalie et l'ensemble des experts pour justement tenter d'apporter un éclairage et quelques solutions à toutes ces problématiques. Alors, il faut le dire, vous êtes passionné par tous ces chefs qui s'installent, qui prennent leur indépendance et il faut beaucoup de qualité pour y arriver. On va en parler justement. Donc, notre thème de débat un peu provocateur, on vous l'accorde. Faut-il être fou pour se lancer aujourd'hui dans la restauration? Avant, la passion du métier, une bonne carte, un bon emplacement, une belle petite ambiance. C'était les ingrédients, en gros, pour avoir un succès dans la restauration. Aujourd'hui, il faut répondre aux imprévus, les plus perturbants, les plus déstabilisants. Il faut recruter, il faut fidéliser des collaborateurs. C'est devenu une denrée rare. Il faut gérer son image réelle et sa réputation. On va en parler de tout ça. Hein. Toute cette dimension digitale aujourd'hui à prendre en compte. Il faut s'habituer aux nouvelles habitudes des clients. Donc, est-ce qu'il faut être fou aujourd'hui pour se lancer dans la restauration? Avant de rejoindre nos invités, Guillaume Gomez, ambassadeur de la gastronomie que vous connaissez, devait être avec nous, mais il ne peut plus, malheureusement. C'est vrai que j'ai eu la chance de déjeuner avec lui ce midi. Il a dû partir pour un déplacement, mais il nous a laissé un petit mot. Il a tenu effectivement à nous adresser un petit mot depuis l'aéroport. Un petit message personnel de Guillaume Gomez. Bonjour à tous, je voulais vous adresser un petit message de soutien en cette rentrée quelque peu mouvementée, alors que vous soyez restaurateur bien sûr ou bien fournisseur, distributeur. Je sais que vous êtes nombreux à participer à ces tables rondes. Voilà, je voulais être à vos côtés. Malheureusement, comme vous le voyez, je suis à l'aéroport, donc je ne serai pas là aujourd'hui. Je soutiens bien sûr cette opération et un grand merci une fois de plus à Métro, à Pascal Pelletier, son CIO et à toutes les équipes de dynamiser notre secteur et d'être toujours à la recherche de solutions et de pouvoir, par ces tables rondes, nous réunir et nous permettre de réfléchir. Donc écoutez, je vous dis à très vite, j'espère être avec vous sur les prochaines et en tout cas, je suivrai même de loin l'avancée de vos débats et de vos travaux. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Nous voilà de retour avec nos invités, justement autour de cette belle table. Je vais vous les présenter bien évidemment. On va commencer avec Frédéric Simonin. Bonjour Frédéric, meilleur ouvrier de France, chef étoilé du restaurant qui porte votre nom, fils spirituel de Joël Robuchon. Je ne sais pas si je suis le fils spirituel, mais bon. Très engagé, un chef très engagé, on va en parler également. Thierry Cachefinger, notre deuxième chef ici présent, fondateur de Medit depuis 2020. Alors vous avez un parcours assez original, une première carrière dans le secteur de la finance. Et vous vous êtes lancé avec un premier restaurant en 2020 rue La Boétie, un second en 2021 rue Lafayette. Et désormais, vous avez un laboratoire. Et ça change tout. On va y revenir. Une cuisine qui se veut méditerranéenne, healthy, qui vise les actifs avec un déjeuner rapide et de qualité. Côté expert, nous avons Didier Chenet,
à ma droite. Bonjour. Bonjour, président du GNI HCR, président aussi de cette belle école. Merci de nous recevoir, l'école Médéric. On est chez vous ici. Et donc vous êtes là aussi en tant que justement président de cette organisation professionnelle et indépendante au service donc des hôtels, des cafés, des restaurants, des traiteurs et autres établissements de nuit indépendants et patrimoniaux. Donc vous allez représenter la profession ici autour de cette table. Et François Blouin, à ma gauche, président fondateur de Food Service Vision. Alors ça, c'est une société de conseil, études et data. Donc vous êtes leader en intelligence économique du food service. Donc on va pouvoir avoir des chiffres, des statistiques et se projeter avec vous. Avec plaisir. Donc le constat, il est clair. Hein. Après la crise des Gilets jaunes, la crise Covid, la guerre en Ukraine, la crise des matières premières, le choc énergétique, donc nouveau coup dur pour les restaurateurs. Donc l'actualité n'est pas tendre avec les restaurateurs. Mais ces chocs n'ont fait qu'accélérer des tendances déjà à l'œuvre. Et ces tendances, on va essayer justement de les décrypter avec nos invités. Et on va aussi essayer de passer en revue des solutions concrètes. Donc séquence numéro 1, pénurie de main-d'œuvre, réinventer ses équipes. Première réalité bien visible, entre 200 et 300 000 postes restent non pourvus, des professionnels qualifiés qui ont quitté le secteur en 2020 et ne sont pas revenus. Donc, comment justement travailler l'attractivité de la restauration? Il y a deux volets, hein, bien évidemment, il y a le salaire, mais il y a aussi tout ce qui permet de revaloriser le métier. On va commencer avec vous, Didier Chenet, justement. En tant que président du GNI, on va avoir une vue d'ensemble avec vous. Vous êtes parti au combat pour ouvrir au maximum les restaurants et les cafés pendant le Covid, les terrasses des restaurants. Vous luttiez à pied hein, pour obtenir des choses, surtout en période de crise. Et aujourd'hui encore, vous militez pour qu'on laisse les professionnels faire leur métier. Quelle est la situation aujourd'hui, Didier? Quelles sont les actions qui ont été entreprises par les organisations professionnelles pour réduire cette pénurie et rendre le métier attractif? Vous l'avez dit, la situation, un manque de personnel évalué à peu près à 300 000 personnes aujourd'hui en France. Alors, je crois que, vous savez, il y a un proverbe qui dit « quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console ». Je reviens d'un congrès européen où le constat est exactement le même, malheureusement, en Europe et dans le monde entier. En tous les cas, tous les pays, je dirais, développés. On estime au niveau européen ce déficit à près de 2 millions de salariés qui manquent dans notre secteur. Donc c'est quand même impressionnant. Alors je crois qu'il ne faut pas non plus broyer que du noir. Alors qu'est-ce que nous avons fait c'est vrai, on nous a posé beaucoup de questions et on sait que nos métiers manquent d'attractivité. Alors la première des choses que l'on a fait, c'est à très court terme la revalorisation des salaires. Avec une grille de salaire qui a été revue, avec des hausses quand même significatives, et on y reviendra tout à l'heure sur ce que ça pèse, bien entendu, dans nos résultats, une hausse de l'ordre de 16%. Ce qu'on a fait aussi, et ça c'est important, on y a ajouté une grille de classification, c'est-à-dire qu'à un diplôme, à des compétences, correspond un niveau, un échelon, et ce niveau, cet échelon, correspond à un salaire. Donc on n'est pas... J'ai presque envie de dire, en étant un peu trivial, c'est pas le salaire à la tête de pipe. Oui. C'est véritablement, on a des compétences. Après, tout ça, c'est discute. Mais on sait très bien que c'est pas suffisant. L'autre problème, ce sont les conditions de travail. Alors, on nous parle de qualité de vie au travail. Moi, vous savez, j'en suis à dire de confort de vie au travail. Il est clair que, sortant de la crise du Covid, les coupures, le travail de nuit, le travail de week-end, le travail du dimanche, pose des problèmes. Maintenant, quand on a dit ça, on ne va pas changer non plus de métier. Nous, nos clients, ils viennent déjeuner à midi, ils viennent dîner le soir, et puis on est là pour les servir pendant qu'ils font la fête. Donc nous, on est dans cette situation. Donc il faut que l'on trouve, et on est en train d'y travailler, des compensations, bien entendu, à ces contraintes de travail. Puis la formation également. Et puis la formation. Alors, vous avez, pour trouver donc du personnel, il y a un régime qui s'appelle la POEC. Oh là, c'est un nom un peu barbare, donc qui est la préparation opérationnelle à l'emploi. Enfin, donc, et qui consiste en fait à aller chercher auprès de Pôle emploi, eh bien, ceux qui sont, je dirais, totalement déconnectés du milieu du travail, et puis de les former, et essayer de les intégrer. Avec 400 heures, 400 on a heures 400 de formation. heures. Mais aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. On s'est rendu compte que 400 heures pour les former, peut-être, mais il manque la réponse à deux stades importants. Un qui est
la sélection, parce que ça ne sert à rien de faire suivre une formation à des gens qui n'en ont strictement rien à faire. Il faut dire les choses comme elles sont, et qui au bout de 2 jours vont partir. Donc on aura jeté l'argent par les fenêtres, on n'aura rien obtenu. Donc il faut, je suis désolé, mais il faut sélectionner, parce que ceux qui n'ont vraiment pas une motivation, une appétence, ça ne sert à rien. Et puis la deuxième des choses, c'est la sortie. C'est-à-dire l'assistance, et s'assurer qu'une fois qu'ils ont été formés, une fois qu'on les a installés, enfin, qu'ils ont travaillé dans une entreprise, on les suit de façon à s'assurer que là encore, il y a donc une continuité. Et puis, il y a un dernier point sur lequel nous travaillons, c'est tout ce qui concerne la santé, parce que ça, c'est important. Nous avons le souci de la santé de nos collaborateurs, de nos salariés, et donc c'est la mutuelle que nous avons mis en place. Je rappelle que nous avons été la première branche professionnelle, je dis bien la première branche professionnelle, à mettre en place une mutuelle frais de santé obligatoire, bien avant que ça devienne obligatoire en 2013. Bon, aujourd'hui, nous ne sommes pas mis d'accord, malheureusement, entre organisations patronales, mais en tous les cas, notre but, c'est de maintenir cette mutuelle qui est une mutuelle de branche, c'est-à-dire que ce n'est pas une simple assurance pour chacun des salariés ou chacune des entreprises. Ce n'est pas quelque chose d'égoïste, c'est quelque chose où vous cotisez pour, bien entendu, assurer la protection de vos salariés, mais en même temps, vous cotisez pour assurer une solidarité et venir en aide à ceux qui connaissent des difficultés. Ça peut être les parents isolés, ça peut être les apprentis auxquels nous payons le permis de conduire. Et puis c'est aussi, lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, venir en aide aux professionnels. C'est ce que nous faisons depuis des années. Xantia, aujourd'hui, ça a été les incendies comme on les a connus, ça a été ce qui s'est passé en Corse. À chaque fois, nous intervenons la pour solidarité aider. Voilà. À travers effectivement cette mutuelle. On va revenir à la pénurie de main-d'œuvre avec vous, Thierry Cachefinger, puis ensuite avec vous, Frédéric, justement pour voir comment ça se passe dans vos restaurants respectifs. Thierry, est-ce que vous avez rencontré, vous aussi, des soucis de main-d'œuvre et comment vous faites pour stabiliser justement vos équipes? Alors moi, je suis sur un modèle un peu plus hybride d'une restauration plus traditionnelle, notamment sur les employés que j'emploie, dans le sens où on va dire que j'ai deux types de postes. Il y a la partie cuisine et il y a la partie service. Dans la partie service, étant donné que je suis principalement ouvert aux horaires du déjeuner le midi, je recrute des gens en temps partiel, qui sont la plupart du temps étudiants, et qui ont une appétence à découvrir le monde de l'emploi sur des horaires plutôt courtes qui leur permettent d'allier une autre activité. Et sur ce secteur-là, j'ai envie de dire, on va de manière générale, toujours trouver des gens qui ont besoin d'avoir un peu de revenus en parallèle de leurs études. Donc vous n'avez pas de problème pour sur cette partie-là et fidéliser? Alors fidéliser, moi ma théorie, et ça va rejoindre un peu ce que Didier disait, c'est je pense que le salaire est important, mais c'est pas tout. Et au final, la qualité des installations qu'on va proposer aux gens qui travaillent est très importante, que ce soit dans les horaires. Alors effectivement, moi j'ai la capacité d'offrir des horaires dans la restauration pour mes cuisiniers de 8h30 à 15h30, du lundi au vendredi. Mais je précise que Thierry, vous êtes ouvert que le midi, du lundi au vendredi. Frédéric, mais voilà. effectivement, c'est que le midi, donc mais ça a de la valeur pour un cuisinier de se dire que j'ai des horaires entre guillemets de bureau. Oui. Et puis après, il y a les installations et les machines qu'on peut acheter. C'est-à-dire que l'exemple parfait, parce que j'ai beaucoup de discussions avec beaucoup de restaurateurs, et pour moi, l'investissement dans un lave-batterie costaud, c'est limite vital. C'est ça. Parce qu'au final, faire la plonge n'a jamais fait rêver qui que ce soit. Et certes, ça coûte cher comme machine. On décharge des tâches répétitives, dévalorisantes. En fait, les tâches qui n'ont aucune plus-value humaine. Et donc, dès qu'on peut mettre une machine pour décharger d'une tâche répétitive et inintéressante, j'essaie de le mettre en place pour que la qualité du travail ou l'ambiance autour du travail ne soit pas une punition. Alors, Frédéric, Simona, je vous pose la même question. Déjà, au niveau du recrutement, est-ce que vous avez rencontré des soucis et surtout, comment on redonne envie aux jeunes? Parce que vous avez été presque alarmé avec Robuchon. Voilà, on ne comptait pas 16 heures. Cet amour du travail en cuisine, on a le sentiment qu'il existe de moins en moins. Alors, quelle est votre méthode pour faire aimer le métier? Répondre à cette première question. Faire aimer, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que la restauration, il existe plusieurs style de restauration. Donc la restauration que nous, on a choisie, par exemple, qui fait le début de notre carrière jusqu'à la fin de notre carrière, parce qu'on est acharné dans notre idéologie de travail, c'est vrai que c'est une restauration où on est au service de la clientèle en permanence. On produit du frais, donc on est dans une chaîne du paysan, de l'agriculteur, de celui qui vend, on réceptionne, on fabrique et ensuite on
tente à donner du rêve à la clientèle. Alors, on est là, nous, du début à la fin. Quand je dis ça, on est dans un concept complètement différent, mais que je respecte aussi parce qu'il faut de tout, justement, dans ce monde pour satisfaire tout le monde. Alors, nous, on travaille beaucoup plus. Les horaires, eh bien, si je prends, en toute honnêteté, une entreprise comme la mienne que j'ai à la tête depuis 12 ans, où je me considère réellement comme un chef artisan pur et dur. Je suis là le matin à 8h15 jusqu'à minuit. C'est évident que les horaires, le taux horaire, il explose les compteurs. Mais dans ce cas-là, ce qui voudrait dire quoi? Qu'on ne pourra pas avoir double personnel, donc on ferme une entreprise. Et nous, on est considérés comme une PME et les petites et moyennes entreprises. Et c'est ce qui fait vivre la France. Il ne faut pas oublier tous les boulangers, les charcutiers, tout ce métier-là. Si on le perd et qu'on se dit, bah oui, on va le perdre dans 20-30 ans, que restera-t-il? Alors, comment réussir à transmettre cette valeur du travail? Il ne faut rien lâcher. On essaye toujours de transmettre. Moi, les équipes qui sont avec moi, il y a du personnel qui est avec moi depuis 12 ans à mes côtés. Donc, c'est qu'au niveau humain, je leur apporte quelque chose. Alors, vous allez me dire, c'est pas assez, il faut aussi financièrement, on est bien d'accord. Mais tout ça, c'est toute une chaîne. C'est-à-dire que quand il y a la clientèle, il y a les fonds. Quand il y a les fonds, on peut donner des primes. Voilà. Donc, on ne peut pas après tout le temps taper sur la tête de l'État en disant, bah, écoutez, donnez-nous de l'argent. Et puis, on reste là à attendre sans rien faire. Donc, on motive, on échange. Dès qu'on peut, on donne. Et puis, on garde le cap et surtout, on ne baisse pas les bras. Ouais. Et révolutionner l'apprentissage, ça c'est important aussi. Mais c'est d'une évidence. On en parlait avec Didier Chenet. Absolument. Ouais. Et la motivation, qui est très importante aussi, parce que c'est vrai que aménager les horaires, c'est pas possible dans un restaurant comme le vôtre. Mais les restaurants étoilés, généralement, à moins d'être dans des gros groupes, mais il faut à un moment donné résister et être résistant. Soyons fiers d'être français, d'avoir un patrimoine culturel, et il faut le défendre. Alors il y aura ceux qui vont résister, qui seront... Et puis voilà, on ne va pas continuer dans c'est pas là, ça va faire mal sinon. Alors il y a une question, on va la prendre tout de suite, une question d'un internaute. Que doit-on faire, Frédéric, que doit-on faire pour rendre l'apprentissage plus attirant? Eh bien déjà, je pense que c'est pour rendre l'apprentissage plus attirant, il faut avoir un esprit collectif de partage et d'être sur la même lignée. On ne peut pas d'un côté vouloir démarrer un apprentissage en cuisine, et dans les métiers de la bouche, sans dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité. Moi, j'ai commencé en 1991, j'avais 16 ans, et on m'a dit, ça va être dur comme métier. Tu n'auras pas tes week-ends comme tout le monde, tu n'auras pas Noël comme tout le monde. Il faut que tu sois capable d'accepter d'être au service des autres, de donner de sa personne. Et ensuite, si tu travailles dur, tu pourras y arriver aussi. Parce qu'il n'y a pas que le côté négatif du métier. Moi, j'ai eu un simple CAP de cuisine, que j'ai arraché à bras de corps. Je travaillais 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école, et c'était un CFA où je travaillais de 8h matin à 15h, donc on faisait de la pratique, et que 2 heures de théorie. Mais on ne nous vendait pas des diplômes dans la restauration avec des bacs plus machin, non. C'était tu travailles, et avec le travail, tu y arriveras. Et malgré tout, j'y suis arrivé aussi quand même. Un mot, Didier Chenet, avant de passer à la suite. Il faut aussi évoluer la vision de l'apprentissage. Oui. L'apprentissage, c'est pas la voie de garage, c'est pas parce qu'on n'est pas bon dans les études qu'on va faire apprenti. Oui, absolument. Et je crois qu'il faut absolument que les parents comprennent que il vaut mieux avoir un fils, une fille qui est apprenti, passionné, parce que c'est la passion, plutôt que de le voir traîner dans un lycée et pour finir, ne plus avoir de qualification. Et ça, c'est très important. Il est encore trop souvent, on voit, qu'est-ce que font vos enfants? Et on voit des parents qui disent, est-ce que j'ose dire qu'il est apprenti? Est-ce que j'ose dire? Dire qu'il est lycéen, c'est bon, il est lycéen même s'il est nul, même s'il a à 18 ans, il est encore en seconde ou quoi, c'est pas dramatique. C'est le mot apprenti, l'apprentissage qui est encore... Et là, c'est quelque chose, en France, qui est culturel. Il faut qu'on arrive... On y arrive, on commence à y arriver. Il y a des progrès. Il y a des progrès. Et de faire comment? En Allemagne, c'est différent, 80% des PDG ont commencé par l'apprentissage. Parce que l'apprentissage est beaucoup plus répandu, différent, mais bien entendu. Merci beaucoup Didier Chenet, Frédéric Simonin. Alors, on va passer à la séquence 2 de notre rencontre. Pression économique,
rester solide face à cette pression. Alors, on a parlé de pression sur les salaires, de manque de main-d'œuvre, mais il y a d'autres pressions économiques, bien évidemment, qui pèsent sur les restaurateurs. La flambée des prix de l'énergie, l'inflation proche des 6%, l'inflation, voire pénurie sur certaines matières premières, pression foncière dans certaines villes. Alors, François Blouin, vous réalisez de nombreuses études, on l'a dit, auprès des professionnels de la restauration. Quel est l'état d'esprit de nos restaurateurs au niveau de la main-d'œuvre, des matières premières, l'énergie, le foncier, et quelles sont les perspectives pour ces prochains mois? Alors, nous interrogeons chaque trimestre 60 décideurs leaders de l'industrie. Et le premier point, 100% des décideurs interrogés ce trimestre nous ont fait part, bien sûr, de l'enjeu de pénurie de main-d'œuvre qu'on vient d'évoquer. Le deuxième sujet, c'est vraiment l'inflation. L'inflation, aujourd'hui, elle est à 15% dans les achats des restaurateurs. C'est le dernier chiffre mesuré au mois de septembre. 15% dans les achats, alors qu'on ne mesure que 8% sur les cartes aujourd'hui de prix répercutés aux consommateurs. Donc c'est vraiment un deuxième point de pression. Le troisième point de pression pour les restaurateurs, qui est nouveau, c'est l'énergie. On n'en parlait pas il y a un an. On se disait l'énergie, c'est 2-3% des coûts. Sauf que là, on est dans des situations où des contrats énergie peuvent être négociés. Je vous regarde, messieurs. Ouais. Peut-être parfois x2, x5, jusqu'à x10, potentiellement. Donc là, on est vraiment dans un nouveau pic de coûts énergétiques qui peut changer même les conditions d'exploitation de certains types de restauration. Tout à l'heure, on parlait des confrères boulangers, qui sont aussi des métiers de bouche pour lesquels le coût d'énergie est très important. Et puis le foncier, alors on en parle, il y a eu quelques hausses de loyer, mais le foncier, le vrai changement dans le modèle et dans la pression économique, elle est plus dans la réalité de à quoi il sert. Puisque avant la crise, pour faire simple, 60% des repas étaient pris dans les restaurants et 40% étaient pris en dehors, à emporter ou livrer. Aujourd'hui, c'est la proportion inverse. C'est-à-dire qu'on a des salles de restaurants qui ont été construites et qui en fait ont moins d'usage ou ont moins d'utilité de manière immédiate. D'ailleurs, beaucoup de nouveaux projets de création de restaurants, beaucoup de nouveaux sites qui se créent, réallouent différemment leurs espaces, avec un peu plus d'espace mis en terrasse, par exemple, ou emporté, et un peu moins en salle. Voilà. Mais moi, ce que j'aime bien, François, c'est que vous dites l'incertain n'est pas synonyme du pire, ça pousse le métier à se réinventer. Ben oui, en fait, c'est ce qu'on vit depuis plus de 3 ans, c'est que tous les trimestres, les oiseaux de mauvais augure nous annoncent la chute du marché, la manière dont on va disparaître, la manière dont ça va être extrêmement difficile. Et oui, c'est difficile. Et en même temps, on se réinvente parce que l'animal humain incarné dans la restauration, il est formidable, il arrive à réinventer ses modèles, mais je crois qu'on en parlera tout à l'heure. Frédéric Simonin, je vous ai vu réagir. Je suis d'accord avec ça, avec cette phrase. Il n'a pas tort, bien évidemment, parce que, bon, après se réinventer, on peut toujours se réinventer. Mais c'est comment trouver le juste équilibre en fait, entre ce que nous sommes capables de faire, ce que nous pouvons faire, apporter aux autres, et puis continuer toujours dans cette motivation. Mais après, c'est vrai, si on prend l'énergie telle qu'elle, on va revenir à des préceptes. Par exemple, le bois, le charbon de bois. Alors après, on va nous dire, oui, mais attention, vous allez faire de la déforestation. On sera toujours, de toute façon, confronté à plein de choses. Mais moi, je ne vois pas... Imaginons, par exemple, de la cuisine crue, ou peut-être essayer de trouver le moyen de faire des recettes moins énergivores. Est-ce que c'est une réflexion que mène un chef étoilé également? Alors, on a cette réflexion au quotidien, de toute évidence, parce qu'on a plusieurs modes de cuisson. Mais moi, par exemple, j'ai un fourneau à gaz, un vieux fourneau à gaz, ça fait 40 ans qu'il existe dans ma cuisine. On l'allume, il tourne, donc on use. Ça va être compliqué. Mais s'il faut faire un barbecue dans la terrasse derrière, géant, et puis cuire, pourquoi pas? De toute façon, on sera gérer la flamme, parce que la maîtrise première, c'est maîtriser le feu. C'est ce qu'on apprend, donc on le fera. Ce serait un conseil que vous donneriez, par exemple, à un jeune qui peut-être nous regarde et s'installe, d'essayer de penser déjà sa cuisine différemment, peut-être sa cuisson différemment? Alors, aujourd'hui, on a une multitude de cuissons différentes. On a le sous-vide, donc une cuisson sous-vide à basse température qui existe. Mais bon, c'est vrai que le gaz coloré dans une casserole en cuivre, mettre du beurre demi-sel, de l'ail, du thym, arroser, bon sang, c'est ça la cuisine. Alors, il ne faut pas non plus plier à tout ce qu'on nous dit, parce que sinon, on prend panique et effectivement, derrière, on modifie tout. Mais on peut avoir cette intelligence de s'attribuer un mode de cuisson qui peut nous faire gagner peut-être 10, 15, 20% d'énergie. Voilà. Alors Thierry, vous, alors comment ça se passe au niveau, comment vous avez fait pour justement répondre à
à toute cette pression économique au niveau de votre restauration? Sur la pression financière, elle est de manière générale pour tout le monde, mais que ce soit sur la restauration ou les autres secteurs. Donc effectivement, j'ai envie de dire, j'ai un peu suivi le mouvement dans le sens où j'ai augmenté mes prix pendant l'été d'environ 8%. Ça n'a pas eu d'impact au niveau de la clientèle? Non, parce qu'au final, les gens se rendent compte que quand ils vont faire leurs courses au supermarché, les prix de la nourriture sont aussi plus chers là, et on n'a pas forcément des meilleurs tarifs que la grande distribution. Donc au final, les gens ont compris que les coûts avaient augmenté, qu'il y a une partie des salaires qui a augmenté également, parce qu'au final, quand il y a de l'inflation, c'est une inflation salariale. Sur le foncier, alors effectivement, il y a un double impact sur le foncier, parce qu'on en parle peu, mais sur les loyers, ils sont en grosse partie indexés aussi à l'inflation. Et donc, au bout d'un moment, vous avez des revalorisations qui arrivent et vous avez un peu l'alignement des étoiles, mais pas dans le bon sens. Moi, sur l'énergie, la seule différence, c'est que je suis un éternel optimiste. Et que je me dis, effectivement, il y a une tension spécifique à l'heure actuelle sur l'énergie, et on peut espérer qu'à horizon 1 an ou 24 mois, on arrive à une rebaisse des prix de l'énergie, parce qu'en France, il y a un parc nucléaire qui, certes, n'est pas exploité aujourd'hui, mais on peut avoir espoir qu'il soit remis à niveau, et qu'au final, la pression sur l'électricité, sur le gaz, c'est peut-être différent, mais en tous les cas, sur la partie électrique, se retrouve peut-être un peu mieux positionné. Alors, Didier Chenet, vous avez proposé un certain nombre de mesures et d'actions pour répondre à cette situation. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Le PGE, le bouclier tarifaire, les matières premières? Les PGE, donc aujourd'hui, qui est un problème pour un certain nombre de professionnels, il y a aujourd'hui la possibilité pour les professionnels de contracter un PGE résilience, qui est un PGE qui est fonction de la guerre, suite à la guerre en Ukraine, donc, et qui peut être étalé sur 8 ans. Mais dès le départ. Et donc, et Bercy nous l'a confirmé, vous pouvez donc contracter ce PGE et rembourser le précédent, qui est amortissable sur 4 voire 6 ans. Parce que le problème aujourd'hui que nous avons, c'est que si nous demandons l'étalement de notre PGE, nous allons être fichés mauvais payeurs, et par conséquent, tous les crédits vous sont bloqués. Vous n'avez plus accès au crédit, vous n'avez plus accès au crédit bail. Donc vous êtes, et comment allons-nous faire, justement, dans le cadre de cette crise de l'énergie, où il va falloir vraisemblablement racheter du matériel moins énergivore? Comment allons-nous faire pour répondre aux engagements que nous prenons sur donc la diminution de la consommation? Il va falloir encore aussi investir. Comment pourrons-nous le faire si nous n'avons pas la capacité d'emprunter? Et ça, une entreprise qui n'a plus la capacité d'emprunter, je peux vous dire tout de suite, elle est morte. Ouais. Parce qu'une entreprise qui n'investit pas, c'est une entreprise qui est vouée à mourir. Donc nous avons demandé à ce moment-là, et là le problème que nous avons, c'est pas le problème vis-à-vis de l'État, c'est le problème des banques et qui ne jouent pas le jeu. Ouais. Et ça, il faut absolument qu'on finisse par y arriver. Moi, j'ai des professionnels que nous avons bien entendu avertis dès le départ, qui ont obtenu ces PGE et qui ont fait cette opération. Mais depuis, les banques ne jouent pas le jeu. Et pour le bouclier tarifaire, alors, sur l'énergie? Oui, parce que si vous voulez, comme disait François, quand vous avez une consommation, enfin une énergie qui vous coûte 2,5 points à 3 points de votre chiffre d'affaires, quand vous voyez le résultat de nos entreprises, qui est quand même extrêmement ténu, puisqu'on navigue entre 3 et 5%, bon, eh bien, si vous augmentez le coût de l'énergie x2, x3, x5, x10, l'entreprise, elle est vouée à disparaître. Donc, ce que nous demandons, alors je sais bien que c'est toujours délicat de toujours demander à l'État, mais là, dans cette situation, c'est qu'un bouclier énergie soit mis en place, pas que pour nous, parce que je rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, les boulangers, c'est la même chose. Ouais. Si vous ne mettez pas en place un bouclier énergie, mais ils sont morts. C'est un secteur énergivore. Mais bien entendu. Donc ça, c'est... Maintenant, je dirais que on a dit on n'a pas répercuté tous les prix donc de l'inflation et sur les produits. Je crois que là, quand on parle de se réinventer, et c'est ce que font nos chefs, et puis nous on essaye de les aider, c'est d'aujourd'hui d'utiliser des produits qui sont peut-être des produits moins nobles, mais qui pour autant sont des produits goûteux et permettent à de satisfaire la clientèle. J'étais tout à l'heure à un débat où on nous rappelait que le bœuf, eh bien, dans le bœuf, vous avez bien sûr les parties nobles qui sont les parties à griller, mais il y a des parties moins nobles et tout aussi goûteuses que vous pouvez braiser ou que vous pouvez bouillir. Et donc, ça, c'est quelque chose que nous avons un peu perdu dans le métier de cuisiner ces choses. Et puis alors, dernière chose, c'est une formation du personnel au service. Personnel au service, on a trop laissé, je dirais, ce personnel être considéré un peu comme des porteurs d'assiettes. Ce n'est pas des porteurs d'assiettes. Aujourd'hui, si vous avez une bonne équipe, une bonne entente entre le chef
et le service, eh bien, au service, ils seront capables de vendre les plats les plus rentables et qui font qu'on assurera l'équilibre du restaurant. C'est tout ça, c'est tout un ensemble, mais c'est pour vous dire qu'aussi, même dans ce domaine, la formation est importante. Alors, Pascal Pelletier, quelles sont les solutions à long terme pour répondre justement aux problèmes évoqués que Métro peut mettre en place et voilà, de quelle façon vous pouvez accompagner les mesures nécessaires pour répondre à cette pression économique et ce choc énergétique? Alors, moi, ce que je trouve intéressant en écoutant tous ces échanges, c'est qu'on se rend compte que les restaurateurs, je ne sais pas si c'est avant tout, mais ce sont aussi des chefs d'entreprise. Ouais. Et c'est vrai que lorsqu'on va au restaurant, on se régale, mais on n'imagine pas que derrière, effectivement, ce sont, à côté de faire une cuisine extraordinaire, ce sont aussi des chefs d'entreprise. Donc, pour moi, il y a plusieurs aspects. Il y a effectivement accompagner nos clients justement dans leurs achats. Donc limiter l'inflation. Donc on a mis en place chez Métro une opération prix bloqué depuis le mois de juin qui va courir là jusqu'à mi-octobre et on va la reconduire. Donc des prix bloqués sur plus de 300 produits qui sont essentiels à la restauration. Et ça, c'est important. François parlait d'une inflation sur le marché de l'ordre de 15%. Chez Métro, elle est aux alentours de 8,5-9%. Donc là, c'est un aspect qui est très concret. Donc, comment on limite l'inflation des coûts? Après, moi, je souscris totalement à ce qui a été dit. En tant qu'aussi chef d'entreprise, on peut aussi en sortir par le haut. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on arrive à fidéliser sa clientèle, à faire augmenter le ticket moyen, comme on dit, par effectivement une qualité de service qui va proposer un dessert en plus ou un café, que sais-je. Finalement, moi, je réagis comme ça en tant que convive. Quand je vais dans un restaurant, bien sûr, je subis l'inflation. Si je suis super bien reçu, si bien sûr ce qu'il y a dans mon assiette est bon, que j'ai une équipe qui m'accueille de façon formidable, ce moment sera unique, expérientiel. Et ça ne veut pas dire que je vais dépenser des 1000 et 100 sans faire attention, mais je pense que c'est une façon aussi d'en sortir par le haut, par continuer à créer une expérience unique. Alors, on a une question d'un internaute, c'est un restaurateur belge qui demande une participation énergie de 1 € à ses clients. En fait, il en appelle à la responsabilité des clients et ça marche très bien. Qu'est-ce que vous en pensez, Didier Chenet, par exemple? Ça dépend totalement du niveau de la clientèle, de l'acceptabilité de la clientèle. Si vous êtes un repas qui est à 15 €, ajoutez 1 €, vous aurez des difficultés à le faire passer. Si maintenant vous êtes à 50 ou 80 €, vous pouvez peut-être le faire passer. Je pense que c'est... Maintenant, pourquoi pas, hein, mais c'est une initiative. Je dirais que, Pascal vient de dire, on est des chefs d'entreprise. Ouais. Un chef d'entreprise, ça dit bien qu'il a à gérer son entreprise. Et gérer son entreprise, c'est-à-dire prendre les bonnes décisions, qu'elles soient vis-à-vis du client, vis-à-vis du produit, vis-à-vis des salariés. Donc c'est à lui qu'incombe la décision. Pourquoi pas faire ce type d'expérience? Pascal Pelletier, je vous ai vu réagir. Oui, moi j'aime cet aspect de solidarité. Hein, c'est-à-dire que... on vit des moments effectivement de crise, de difficulté dans tous les domaines. Et je pense que ça nous amène, chacun d'entre nous, en tant que citoyen, donc aujourd'hui, la discussion autour de la restauration, mais d'une façon générale, à être beaucoup plus solidaires les uns des autres. Ouais. Et voilà, donc ça amène beaucoup de difficultés, mais je pense que ce sera aussi un bon apprentissage pour tous. Puis finalement, c'est une façon aussi de se réinventer, là encore. Comment toujours mieux diversifier son offre? C'est notre troisième séquence. Alors, la restauration ne se limite plus seulement à la salle et à la cuisine. Ça va bien au-delà. Donc, les restaurateurs doivent faire face à une clientèle plus changeante, plus exigeante dans le type de restauration, quelle que soit l'heure de la journée. Ça demande aux restaurateurs de faire preuve de créativité, d'agilité, avec parfois des solutions hybrides qui vont prolonger le rayonnement du restaurant. Alors François Bloin, dès qu'on parle de tendance, je m'adresse à François. François, quelle est l'importance de cette hybridation et quelles sont les grandes ou petites innovations qui pourraient inspirer les restaurateurs qui nous regardent? Alors la première grande hybridation, et on en parlait en discutant avec les participants de cette table ronde, que je réaffirme et cite, c'est celle de la livraison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la livraison, 60 000 restaurants, 60 000 choix existent sur les plateformes de livraison en France, choix virtuels. Sur ces 60 000, il y en a 48 000 qui sont opérés depuis des restaurants, et donc ils envoient la cuisine réelle des restaurants. Il y en a 12 000 choix,
c'est 20% aujourd'hui qui n'existent qu'en digital sous forme de marque virtuelle. Voilà, donc première hybridation potentielle. Et c'est quoi une marque virtuelle? Ça peut être parfois, je cite souvent le Mogador à Saint-Cloud, qui est un restaurant multi-offre, mais qui va faire une marque virtuelle de couscous, une marque virtuelle de tagine. Donc il va proposer d'autres choix, d'autres marques envoyables, différentes de sa marque principale. Deuxième type d'hybridation possible, c'est l'hybridation autour de la façon de proposer l'expérience finalement. C'est un mot valise, l'expérience, qui veut tout dire et rien dire. Vous allez plus vous retrouver là-dedans, probablement, messieurs. C'est finalement de dire comment je pense autrement la manière de proposer la restauration. Le grand changement de ces 3 dernières années, c'est de réinventer le moment apéro. De réinventer le fait qu'avant le repas, il y a un vrai long moment de convivialité qu'on peut installer, qu'on peut poser, qui régénère d'autres façons de consommer, en planche, en partageant, avec des verres, etc. Ça va être la deuxième façon d'hybrider. Et puis la troisième, plus anecdotique mais réelle dans les grandes villes, notamment dans les quartiers les plus urbains, ce que certains appellent les bobolandes, ça va être tous ces nouveaux concepts dans lesquels on crée une offre alimentaire croisée avec autre chose. Donc c'est une épicerie-restaurant, c'est un caviste-restaurant, c'est, j'aime bien le citer, à Lyon, Food Service Vision, nous sommes basés à Lyon, Béatrice Collin, magasin de design et de déco, dans lequel vous pouvez emporter tout ce que vous avez vu dans le restaurant, non seulement la nourriture, mais aussi les meubles, les verres, le design, tout ce qu'il y a autour. Voilà, donc là, c'est bien sûr une piste inspirante et non pas à appliquer chez tout le monde, surtout en ces temps difficiles. En tout cas, on innove. Voilà, mais en tout cas, on innove. Voilà. Alors, Thierry, vous, qu'est-ce que vous avez mis en place dans vos restaurants? Je rappelle que vous faites 80% de votre chiffre d'affaires avec la vente à emporter. On évoquait la livraison. Bon, ça, c'est un grand classique. Vous n'aimez pas la livraison de toute façon. Non, c'est pas que j'aime pas. C'est que ça représente 10% de mon business et ça me convient plutôt pour plusieurs raisons. La première, c'est être dépendant d'autres opérateurs est pour moi un trop gros risque. Parce que je ne maîtrise pas forcément la façon dont le produit va être livré et servi, mais c'est surtout que, être dépendant d'autres opérateurs, on ne sait pas ce qui se passe aux opérateurs. S'il y en a un qui disparaît, votre business disparaît. Ouais. Donc je préfère avoir une part incrémentale sur la livraison, et tant mieux, mais pas être centré là-dessus. Et puis l'autre problématique de la livraison, dont on se rend compte au final, c'est que c'est assez comique, mais au final, les jours où il va y avoir le plus de livraison, c'est les jours de tempête. Les gens ne peuvent pas sortir de chez eux. Mais fondamentalement, les jours de tempête, il n'y a pas de livreur. Ouais. Et donc, au final, vous voulez commander, il n'y a pas d'offre. Vous avez une commande, vous voyez qu'en fait, le livreur n'arrive jamais. Et donc, en fait, vous êtes dans un business qui est très fort en période catastrophique, mais au moment où, au final, la période catastrophique, il n'y a pas de livraison possible. Et donc, effectivement, moi, sur les marques virtuelles, je comprends le principe, mais je n'adhère pas forcément à la vision globale de la marque virtuelle. Et je vous dis ça tout en étant disponible en livraison, parce que ça fait partie aussi de l'offre et du déjeuner, mais potentiellement du dîner, plus aujourd'hui encore, d'être présent en livraison. Il faut être là, mais effectivement, mon focus, il est plus d'avoir une relation humaine avec des clients qui viennent vivre une expérience, ce mot fourre-tout, en restaurant, où on a travaillé l'architecture, la présentation des aliments. Enfin, moi, je ne présente pas mes aliments dans des bacs GN en inox, c'est dans des bols bleus Le Creuset. Pour moi, la vision de ce qu'on va manger est presque aussi important. C'est une ambiance, une atmosphère quand on arrive. C'est de l'architecture. Voilà, je vais pas mettre, c'est pas désobligeant, mais je vais pas mettre un frigo avec un logo d'une marque de boisson dans le restaurant. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ouais. On a envie de rentrer dans une atmosphère où on se sent pas chez soi. Ouais. Sinon, on pourrait très bien aller au Carrefour ou au Leclerc, faire ses courses et manger au bureau, et ça revient au même. Alors, Frédéric Simonin, vous êtes 110, 115 restaurants étoilés à Paris, tous à offrir une expérience. Comment fait-on pour se distinguer? Ça se complique. Ça, c'est la bonne question. Chacun se distingue, on va dire, par les produits qu'il propose, par la diversité des produits qu'il propose. Après, bien évidemment, il y a tout le contexte de restauration. On est beaucoup et nombreux à être étoilés, ça, c'est une certitude. Ce qui fait aussi que la main-d'œuvre, par exemple, parce que tout a un sens, hein. On en a de moins en moins dans les restaurants étoilés parce qu'il y a beaucoup de restaurants étoilés aussi. Voilà, donc après, on a notre patte, on a notre style de cuisine, on a une clientèle très éclectique. Je sais que moi, j'ai une clientèle qui est très heureuse de venir chez moi, qui sera un peu moins d'aller ailleurs, comme ça va être l'inverse, où ils seront très heureux d'aller ailleurs et puis un peu moins chez moi. Malheureusement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Nous, on garde notre cap, on travaille. Moi, je travaille avec beaucoup d'agriculteurs, parce que je suis ambassadeur de Bleu Blanc Cœur, donc je le place en même temps. C'est 7000 paysans en France,
qui Mais vendent... ça, vous le racontez à vos Absolument, clients, parce que- justement? C'est une façon de les absolument, séduire, parce que d'expliquer? On a justement, et ça c'est le travail, c'est ce que M. Chenet disait tout à l'heure, de la salle. Moi j'ai un directeur de salle qui est avec moi depuis 10 ans, qui est remarquable, qui est je dirais, au-delà d'être un directeur de salle, un comédien. C'est un artiste, il arrive à vendre parce qu'il est tellement communicant et il sait s'adapter à la clientèle sans en faire trop. Donc il sait s'effacer quand il le faut, mais être présent quand il le faut, et on arrive à vendre les choses. Donc voilà. C'est créer du lien avec sa Absolument, clientèle. c'est créer du lien. Donc c'est ce qu'on va dire, c'est-à-dire que faire la différence, tout le monde sait faire à manger. Chaque cuisinier qui a travaillé dans des restaurants étoilés, on a quasiment tous la même formation. Voilà. Après, bon, il y a la diversité. Il y en a qui vont être autour du poisson, il y en a qui vont être autour du végétal, il y en a qui vont être... voilà. Puis il y a l'architecture, il y a la lumière, il y a la décoration, il y a l'atmosphère. Alors, il y a le fait aussi que tous ne sont pas dans les cuisines. Oui. Ah ouais, moi je suis dans la cuisine tout le temps. Et ça, c'est un point important. Ça fait la différence. On va passer à la séquence 4. Maîtriser sa réputation numérique. Alors, c'est important de le rappeler, le référencement, l'importance d'être visible sur Google Maps, sur les guides gastro, les réservations en ligne, les avis clients. Alors, un chiffre qui parle, 93% des internautes regardent les avis avant de se rendre dans un établissement. 52% des internautes n'envisagent pas d'entrer dans un établissement avec une note inférieure à 4. Et sur la communication des réseaux sociaux, 38% des utilisateurs Instagram visionnent du contenu food. Alors, ça ne va pas forcément se concrétiser en conversion repas derrière, mais c'est vrai que les belles photos alléchantes, gourmandes, ont beaucoup de succès sur les réseaux sociaux. Alors, rapidement, Thierry, comment vous gérez votre e-réputation ? J'en délègue une grosse partie. Non, mais n'étant pas une star des réseaux sociaux en perso, je ne le suis pas du tout non plus en professionnel, tout en reconnaissant la valeur et l'importance d'une présence, notamment sur Instagram. Et donc, effectivement, j'ai une société qui gère la partie réseaux sociaux Instagram avec des photos bien plus belles que ce que j'aurais pu faire. Donc, c'est chronophage, vous déléguez toute cette partie-là. C'est chronophage, et je pense... Alors, c'est chronophage, mais je pense qu'il faut un certain talent pour le faire bien. C'est un autre métier. Voilà, et je ne saurais pas le faire. Donc, alors, Frédéric, lui, il fait tout. Il check tout. Alors Frédéric, il est partout. Sur Instagram, il a un site web bien fait, effectivement, sur Facebook, sur LinkedIn. Alors vous vous impliquez personnellement dans la réputation numérique. Oui, tout simplement parce que je ne veux pas divulguer quelque chose de faux. Ouais. Donc c'est quand il y a un post qui est fait, quand il y a une photo qui est postée, c'est réellement ce qu'on fait. En cuisine. D'ailleurs, mes gars, en cuisine, ils n'en peuvent plus parce que à chaque fois, au moment où ça part, je dis attention à éteindre la lumière. Je ne dirai pas ce qu'ils me disent en temps normal, mais ils vont reconnaître et ils vont rigoler. Non. Mais et je prends la photo et elle est vraie, elle n'est pas fausse, elle n'est pas traficotée, elle n'est pas... voilà. Mais même les commentaires, vous allez les voir. Ouais, je les vois. Parce qu'avant d'aller en cuisine, s'il y a un commentaire qui vous énerve. Non, les gens sont assez bienveillants. Assez bienveillants en fait, parce que pourquoi ? Parce que ils savent que moi je suis en cuisine avec mes équipes, ils le savent. Ouais. On sait dans la restauration qui est dans la cuisine. Moi, j'ouvre le restaurant le matin. D'ailleurs, avant même de venir à Médéric ce matin déposer mon fils à l'école, je suis passé au restaurant, il était 7h50, quoi. Voilà. Et je repartirai ce soir à minuit et demi. Ouais. Sauf que je suis avec vous, là. Ouais, mais ça nous fait plaisir. En train de faire du lièvre à la royale. Mais vous avez une super équipe, on l'a bien entendu. Équipe, ouais. Pascal Pelletier, quel est votre sentiment justement sur cette dimension digitale du métier ? Il est important de faire savoir. Parfois, il y a aussi le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'il faut s'en occuper, c'est chronophage. Alors, justement, parce qu'un buzz peut aussi se transformer en bad buzz. Donc, que pensez-vous justement de cette dimension digitale aujourd'hui pour le restaurateur ? Alors, elle est indispensable. Je pense qu'elle ne remplace pas tout ce qu'on s'est dit avant, qui est la qualité d'accueil, un bon concept, une bonne cuisine. Et je rebondirai sur ce que disait Thierry, sur le fait aussi, à un moment donné, mais c'était sur l'aspect livraison, de ne pas tout sous-traiter à d'autres acteurs. Et je suis sensible à ce que Frédéric dit, de maîtriser sa réputation. Et c'est pour ça que nous, Métro, on offre la possibilité effectivement aux restaurateurs d'avoir un site internet qui est facile à créer. Il a été créé avec et pour des restaurateurs. Il est connecté à Google My Business, et grâce à cette plateforme, ils peuvent effectivement émerger au niveau des moteurs de recherche. On a aussi un module de réservation de tables
qui permet effectivement de recevoir et de confirmer des réservations, d'envoyer des SMS aussi pour éviter les no-shows. Et puis on a aussi un outil de commande en ligne, soit pour la vente à emporter, que préfère Thierry, ou pour la livraison. Et avec ce système-là, le restaurateur peut rester aussi maître de sa donnée client. Hein, c'est lui qui maîtrise sa donnée client, il a son fichier client et maîtriser son réputation. On a une question d'un internaute, faut-il être sur tous les réseaux, Pascal Pelletier, d'après vous? Alors, c'est une question difficile. C'est compliqué d'être sur tous les réseaux. On peut faire comme Thierry, effectivement, le sous-traiter. Et là, des professionnels sauront quels médias utiliser, avec quel contenu, à quelle fréquence. Mais je pense que seul, c'est compliqué d'être présent sur tous les réseaux. En tout cas, il faut bien penser que chaque canal digital touche un type de public, privilégie un type de mise en scène, d'image ou de contenu. Et donc je pense que se lancer à corps perdu et finalement multiplier les prises de parole et les images de façon uniforme suivant tous les canaux, je trouve que c'est beaucoup de temps perdu et une perte d'efficacité. Et Didier Chenet, vous, vraiment, vous êtes... Ça, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Oui, c'est un sujet qui me tient à cœur. On a créé il faut contrôler sa réputation, c'est ce que vous dites. On a créé au GNI, il y a 12 ans, la commission numérique. Il y a 12 ans. Tout ça parce qu'au départ, ce sont les hôteliers qui ont été les premiers donc, à s'investir dans tout cela et à subir, pour certains, donc, les dégâts que peuvent causer, effectivement, une réputation très mauvaise, peuvent causer des sites qui ne sont pas à jour. Oui. Et ça, je viens de faire une expérience. Donc, les restaurateurs sont en retard là-dessus. Et ils n'ont pas compris l'importance. Nous, notre rôle, c'est de dire, attention, comme on couvre toutes les activités, qu'on a vécu ce qui s'est passé avec l'hôtellerie, ne prenez pas le train de retard. Après, ce sera trop tard. Les erreurs sur les horaires. Voilà, donc, erreurs sur les horaires. L'autre soir, j'arrive tard dans une ville, province, que je ne citerai pas. Bon, on veut savoir où on va dîner. On prend le site ouvert jusqu'à 23h. Téléphone. Et là, je tombe sur quelqu'un qui me dit « Ah mais non, monsieur, mais on ferme à 20h. » Je dis « Enfin, on ferme à 20h, mais votre site. » « Ah oui, mais notre site, non, mais c'est le précédent propriétaire qui l'a fait, alors vous savez, donc on ne l'a pas encore mis à jour. » Mais je me dis, des professionnels qui ont investi, et pas rien, pour reprendre un restaurant, et qui ne se préoccupent pas de ça, mais c'est catastrophique. Donc, nous avons donc lancé, avec l'appui de la BPI, toute une formation là-dessus, sur le numérique, avec ParcNum. J'engage ceux qui nous regardent aujourd'hui à aller regarder sur notre site du GNI et de voir, voilà, mon parc NUM, pardon. Donc, et ils auront tous les renseignements pour, encore une fois, je dirais, contrôler leur réputation, voir leur site, voir également, parce que les plateformes, nous, c'est notre rôle, des contacts et des relations avec les plateformes. Oui. Parce que quand il y a une succession d'avis, de mauvais avis, il faut pouvoir quand même peut-être en discuter. Et puis, deuxièmement, quand vous avez encore des avis négatifs qui datent d'il y a 3-4 ans, ça ne peut pas continuer. Il faut les réactualiser, il faut nettoyer. Il faut les réactualiser. Voilà. Nous, notre crainte aujourd'hui, c'est de voir qui possède maintenant la data. Ah oui, là, on perd aujourd'hui. Quand vous voyez que deux plateformes, pratiquement pour ce qui concerne l'hôtellerie, eh bien, on récupère la data. Aujourd'hui, vous avez vu deux phénomènes. Le premier, c'est la fourchette de Fork qui a été rachetée par TripAdvisor. Et là, il y a quand même un peu, je dirais, un conflit d'intérêts entre quelqu'un qui recommande un restaurant et puis un autre qui note le restaurant. Qui note le restaurant et puis l'autre qui... Bon, donc et puis aujourd'hui, donc il faut bien voir combien cette data est importante. Quand vous voyez qu'une dernière pépite française, ZenChef, qui était vraiment qui est un site, c'est pas qui est un site de réservation qui est très poussé, qui est très bien fait, je dois le dire, qui vient d'être acheté par, encore une fois, un fonds d'investissement américain qui va donc, croyez-moi, il est à la tête de plusieurs plateforme, il ne va pas s'occuper uniquement de ça. Il ne faut pas se laisser dépasser, comme c'est le cas pour les hôteliers et les plateformes de réservation. Oui. On va passer à la séquence 5 de notre discussion. On a beaucoup de choses à évoquer avec vous. Construire la restauration durable.
Alors, ça c'est une grande question. On va commencer avec vous, Frédéric Simonin, parce qu'on parle souvent de vous comme un chef engagé. Alors, comment ça se traduit concrètement dans votre restaurant, Frédéric? Alors, mon engagement, il est très divers et varié. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis ambassadeur de Bleu Blanc Cœur. Et donc, si vous savez ce que c'est Bleu Blanc Cœur, parce que pour moi, c'est ce chemin que j'ai, en fait, hein, tout simplement. Donc, tous ces paysans agriculteurs s'engagent à nourrir le plus sainement les animaux pour mieux nourrir les hommes. Voilà, donc tout est dit dedans. Ouais. Hein, donc, c'est nourrir avec de la luzerne, du lupin, la graine de lin, enfin bref, toutes ces choses-là. Les oméga 3, qu'on soit bien, que l'animal soit bien entretenu pour avoir une chair meilleure, avec un résultat meilleur aussi, et puis des vitamines, enfin tout ce qui va. D'ailleurs, on a des professeurs, on a des docteurs, on a un collège de chefs, on a aussi Thierry Marx qui nous a rejoint, Guillaume Gomez, pour les citer, et puis plein de gens qui adhèrent et qui fédèrent à Bleu Blanc Cœur. Donc voilà. Après, moi, je suis un chef parisien. Donc c'est vrai que je ne pourrais pas avoir la même chance que mes confrères à, par exemple, jeter mes épluchures dans le jardin, puis avoir quelques poules qui donnent des œufs. Ça serait mon rêve. C'est pas possible encore chez vous. Ça serait mon rêve, on ne peut pas le faire. Bon voilà. Mais Bleu Blanc Cœur. D'accord. Pascal Pelletier, alors c'est vrai que c'est compliqué pour beaucoup de restaurateurs, il ne reste plus beaucoup de temps de suivre les réglementations qui changent régulièrement. Thierry, on en avait déjà eu l'occasion d'en parler, effectivement. Bon, c'est pas toujours simple pour vous, déjà avec tout un business que vous venez de lancer, qu'il faut gérer, puis en plus toutes ces réglementations qui changent régulièrement. De quelle façon, justement, Métro peut accompagner les restaurateurs de manière un peu concise? Oui, alors, de façon concise, déjà, je pense que aussi bien pour des clients que pour des collaborateurs, des salariés, avoir un restaurant qui s'occupe du durable, c'est aussi important et une façon de recruter et de fidéliser son personnel et ses clients. Donc rapidement, nous avons créé en fait un programme qui s'appelle Mon restaurant passe au durable. Il consiste en 3 choses. La première chose, c'est de pouvoir faire un diagnostic très très simple de où j'en suis dans l'aspect durabilité de mon restaurant et de ma proposition. Et à partir de ce diagnostic, en fonction, je dirais, de l'ambition de chacun, parce que la transition durable, elle ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, on propose un programme en 2 volets. Le premier volet, c'est mon établissement passe au durable. Donc comment, effectivement, je suis amené à mieux bien trier mes déchets, recyclage d'huile usagée, éventuellement avoir effectivement des équipements moins énergivores. Je ne vais pas être beaucoup plus long sur cet aspect. Donc, c'est l'aspect comment je mets en œuvre ma cuisine de façon plus durable. Et ensuite, ma carte passe au durable. Ouais. Ma carte passe au durable, c'est éventuellement une carte plus courte, plutôt cuisinée avec des produits de saison, des produits... Alors, ils ne peuvent pas tous venir dans un rayon de 20 ou 30 km, mais comment... Quand j'ai la possibilité, je fais venir des produits plus locaux, éventuellement de la pêche durable. Voilà, donc on a des équipes qui accompagnent les restaurateurs sans en faire quelque chose de stressant et d'anxiogène, un passage au durable en douceur à partir d'un bon diagnostic. Merci Pascal Pelletier. Alors finalement, est-ce que fou est le bon terme pour se lancer dans la restauration? Je fais un petit tour de table très rapide. Pascal, Frédéric, Didier? Moi, je crois que oui. Voilà, parce que je reviendrai sur le fait que les restaurateurs sont des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, et il faut être un peu fou, parce que quand on est fou, grain de folie, ça fait aussi aller plus loin, plus haut, plus fort. C'est plus fun, donc je dis, ouais, il faut être fou. Frédéric? Moi, je confirme, il faut être fou pour faire ce métier. Mais il faut être le faire fou quand pour même. l'aimer, quoi. Ouais, c'est ça. Didier Chenet? Je vous demande la question. Est-ce que c'est fou d'aimer? Non. Bon. François? Donc voilà. Oui, vous avez raison. Bien sûr qu'il faut être fou, on l'a entendu depuis tout à l'heure, il faut être fou parce qu'il faut avoir la passion du service dans un pays dans lequel la culture de servir n'est pas forcément très implantée. Il faut avoir la passion du produit, pour le coup, dans un pays où là, la passion du produit est présente. Et puis, il faut avoir la passion et la folie de la créativité. Donc, oui, merci François. Thierry? Je ne vais pas aller contre tous mes camarades. Non, mais il faut être fou pour entreprendre, pour commencer, et dans un secteur, effectivement, pas évident. Donc, c'est une double folie. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat. Merci à vous pour vos questions. Malheureusement, on n'a pas pu toutes les prendre. Alors cet échange, il sera disponible en replay, bien évidemment, sur Facebook, sur YouTube et sur LinkedIn. Et n'hésitez pas à continuer le débat chez vous. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci.